Bienvenue sur Invest Academy. J'espère que vous allez bien. Ici, on ne parle pas de spéculation, mais bien d'investissement en bourse à long terme avec les facteurs quality, value et small caps. Dans le cadre de ma review du secteur des ESN et des sociétés de R&D externalisées en France, on va chercher à savoir si après ces résultats publiés le 8 mars de l'exercice 2022, Neurone représente une opportunité d'investissement. Neurone, c'est une ESN française, une des 10 premières ESN françaises, donc des entreprises du service du numérique. Sa capitalisation boursière est de l'ordre de 921,7 millions d'euros. Donc, comme on l'a dit, son secteur est la technologie, information et technologie et services, donc une ESN. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit qu'en 2022, on a eu 7,8% de résultats nets. Croissance du chiffre d'affaires, croissance du résultat opérationnel d'activité, croissance du résultat opérationnel, résultat net en augmentation de 0,4%, cash flow libre un peu en diminution, endettement financier à peu près égal et recrutement assez massif. Plus de 600 personnes ont été recrutées, un peu moins de 600 personnes ont été recrutées durant cet exercice. On nous dit que l'exercice 2022 aura été une nouvelle année de forte croissance tant de l'activité, plus 14,7%, dont 14,2% en organique, que des résultats. À 51,8 millions, le résultat net est en progression de 20,7% après 22,6% en 2021. À 271,8 millions d'euros, soit 11,2 euros par action, la trésorerie nette est en légère progression. Les prévisions, donc au niveau des perspectives, les prévisions 2023 seront annoncées comme à l'accoutumée lors de la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre le 10 mai 2023. Porté par des tendances de fonds solides, le cloud et le digital, et bénéficiant d'une croissance embarquée significative, c'est-à-dire qu'on a des projets qui sont en cours et on a également renforcé nos effectifs, donc on a forcément une croissance embarquée significative, donc je pense qu'il est de l'ordre de, comme ses concurrents, de 5 à 7%. Donc c'est déjà très très solide pour 2023. Neurone a tous les atouts pour réaliser une nouvelle année de croissance profitable. À l'Assemblée générale du 8 juin prochain, le Conseil proposera le versement d'un dividende de 1,1 € par action au titre de l'année 2022. On en est là, on a une petite lettre des actionnaires. Donc là, on voit depuis 2013 la progression du chiffre d'affaires qui a fait à peu près x2 depuis 2013 en 9 ans. Donc il était à 343 millions d'euros et on est à 665,4 millions d'euros. Donc on a une stabilité et une croissance, même une très belle croissance, pardon, pas de stabilité, du chiffre d'affaires. Et c'est ce qu'on aime voir, on a des tendances de fond sur le secteur, portées par la digitalisation, le cloud, la sécurité, etc. J'aime bien un peu ces lettres de Neurone, ils essaient d'apporter un peu d'humour parfois, dans les lettres aux actionnaires. Donc là, on nous dit, ferme-la et attends. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et on nous explique un peu après, en voilà un conseil direct, son auteur, un certain Morgan Housel, La psychologie de l'argent, donc de Psychology of Money, très bon livre d'ailleurs. Il s'adresse à ceux qui visent de bons rendements dans la durée. Il justifie sa recommandation de constance par le potentiel de l'effet multiplicateur. Donc en effet, si vous avez peur à chaque fluctuation de marché et que vous sortez, vous avez des frais, vous avez peur, vous n'aurez pas une bonne performance à long terme, mais ceux qui sont patients, ils peuvent multiplier avec l'effet boule de neige, les intérêts composés, leur mise de départ. Son concept est assurément illustré par les progressions régulières depuis 37 ans et déterminé de neurones. Encore plus 14,2% de croissance organique en 2022, après 10,1% en 2021, un résultat d'exploitation record à 11% du chiffre d'affaires. Il surpasse les 10,6% de 2021 et un résultat net part de groupe qui progresse à nouveau fortement, plus 14,9%. Qu'est-ce qui alimente année après année cette boule de neige aboutissant aujourd'hui à une capitalisation boursière proche de 1 milliard d'euros? D'abord, la véritable corne abondance du marché du conseil du numérique. Comme je vous l'ai dit, on a un sous-jacent porteur, une demande très très forte. En effet, le numérique s'infiltre partout, il grignote le monde
De nouvelles applications et architectures inlassablement remplacent les précédentes et tout reste encore à faire. Transformation digitale, applicatif, interconnexion et protection de données, cloud, etc. est une puissante vague de fond. C'est devenu la priorité numéro 1 des directions générales, de toutes les entreprises en général. La multiplication des informations et la vulgarisation de l'intelligence artificielle, voire de l'informatique quantique, annoncent à leur tour un monde toujours nouveau. Ensuite, les offres de neurones apportent les réponses aux enjeux essentiels des clients. Expertise pointue. Notamment, ils sont spécialisés en cybersécurité, case management, cloud de confiance, etc. On a un état de l'art en matière de conseil. Transformer en valeur les apports successifs des technologies. On a des services innovants, expérience utilisateur et employés moderne, workplace, mobilité, blockchain. Et enfin, on a une organisation entrepreneuriale originale, synonyme de motivation et d'efficacité. L'autonomie procure cette flexibilité, de nouveaux entrepreneurs, on veut créer de la valeur, etc. etc. La diversificité, l'ingéniosité et la liberté d'essayer apportent des solutions au goulot d'étranglement du recrutement au-delà de 2600 personnes, des 2600 personnes ayant rejoint le groupe en 2022. Donc en effet, le recrutement ici, comme ils le disent bien, c'est le goulot d'étranglement pour tous les acteurs du numérique. On a du mal à recruter pour faire face à la demande. Et voilà. Donc ici, on se retrouve un peu plus avec les chiffres. Donc je vous ai fait mon petit fichier comme d'habitude. Donc on va noter ici le taux opérationnel d'activité. Donc on est à 11,6 ici, donc très bon niveau pour Neuron. Même le meilleur du secteur que j'ai fait pour l'instant. 11,6% de taux de marge. Le plus gros, on avait Alten à 11,1 et OB à 10,40. Donc on a un très beau taux d'activité. Une marge opérationnelle d'activité, elle est excellente. Au niveau... Qu'est-ce que je voulais voir ici? Résultat opérationnel, chiffre d'affaires. Donc la marge nette, on peut également la noter. On est à 7,8% actuellement. 7,8%. Donc on a une très très bonne marge nette, supérieure aux autres concurrents du secteur, sauf Alten qui a une marge pas normative, mais on a une très très bonne marge. Bon, tout le monde se situe autour de 7% quand même. Mais ici on est à 7,8%. Parce que je trouve ça excellent. La société, elle se paye un peu plus cher que les concurrents, je le sais d'ores et déjà ici. Donc voilà, on a une très belle croissance des capitaux propres. Donc en gros, si la société fait faillite, on aurait 331 millions d'euros attribuables aux actionnaires. Ensuite, on a un bénéfice par action au niveau part de groupe à 1,83 € l'action. Qu'est-ce qu'on peut dire effectivement ici? On n'a pas grand-chose quand même qui nous est dit. Voilà, effectif, il croît. On va se retrouver directement dans le rapport financier annuel 2021, parce que le 2022 n'est pas sorti. Qu'est-ce que j'aimerais voir? Donc ici, le retour sur capitaux employés, c'est bizarre parce que je trouve un taux énorme. 45% en 2021, ils nous mettent. Ici, j'aime bien aller sur Group Focus vérifier. On a tous les ratios facilement accessibles. Et ici, eux, ils nous mettent ROCE. Je vais prendre le ROCE quand même de Group Focus. On nous met 18,55. Donc ici, j'aime bien parler du ROCE. Pourquoi? Je vais vous donner la définition tout de suite après. 18,5, on a 10%. Donc on a un ROCE un peu inférieur aux autres concurrents du secteur, sauf Soprasteria, avec une palme d'or pour S2I qui est à 32,3%. Donc on a quand même des retours sur capitaux employés très forts dans ce secteur, ce qui est synonyme de bonne emploi. Comment on peut dire, le cash est bien employé, on va dire ça comme ça. Donc ROCE, calcul de la rentabilité économique. Le calcul du ROCE, Return on Capital Employed, est régulièrement utilisé lors de l'analyse des comptes d'une entreprise. Cet indicateur permet de calculer la rentabilité économique d'une entité. Le ROCE permet de mettre en avant la rentabilité économique.
hors prise en compte du coût de l'endettement net d'impôt, dégagé par l'ensemble des capitaux mobilisés, soit les capitaux propres et les dettes financières. Pour pouvoir être bénéficiaire, le coût moyen pondéré du capital, pondération entre le coût des capitaux propres exigés par les actionnaires et le coût de l'endettement, doit être inférieur au ROCE. Donc on nous dit que pour que la société gagne de l'argent, c'est assez logique. Si son ROCE est de 10 et qu'elle emprunte avec un taux d'endettement, enfin qu'elle emprunte de l'argent avec un taux de 10%, eh ben, on n'aura pas de rentabilité économique. Donc le cash sera mal employé. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Le ROCE calcule la rentabilité liée à l'ensemble des capitaux utilisés, alors que le return on equity calcule, lui, la rentabilité liée uniquement à la mobilisation des capitaux propres. Donc ici, on prend en compte le coût de l'endettement financier. C'est ça que j'aime bien dans ce calcul. Ici, voilà. On ne prend pas en compte le coût de l'endettement, mais on considère l'impact de la charge financière sur l'impôt. En effet, les intérêts d'emprunt sont déductibles de l'impôt. Donc ici, j'aime bien regarder ce ratio qui est cher aussi à William Higgins. Donc on se retrouve ici, je voulais regarder ce qui nous manquait ici. Donc qu'est-ce qui nous manque? La croissance du chiffre d'affaires à 10 ans, les deux premiers secteurs, le rendement du dividende, la marge nette, on l'a mise, le price earning. Donc le price earning, on peut le retrouver directement ici, sur ce petit document qu'on retrouve sur Morningstar. Donc on est à 22,3 fois les bénéfices, 22,3. Donc on se paye plus cher que les concurrents parce qu'on est très très solide en croissance, on est une entreprise de qualité et donc ça se paye cher. Mais moi, j'aime pas les entreprises qui se payent vraiment trop cher. Donc je vais mettre un petit point rouge ici. J'aime pas quand ça se paye vraiment trop cher. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut regarder? Les secteurs d'activité. J'arrive pas à les trouver correctement sur Neurone. Activité, les centres de services carrière. Est-ce qu'on retrouve ça dans le rapport financier annuel? Donc les métiers du groupe, ah voilà, on les retrouve ici. Services d'infrastructure. Donc on se retrouve ici tout de suite. Cloud public, mais il nous met pas bien les secteurs, j'aime pas ça. Ils ont un moyen assez bizarre de présenter leur répartition d'activité. Chiffre d'affaires dans le pôle d'affaires global, cloud public, privé, cybersécurité. En fait, on n'a pas les clients directs. Et ça, j'aime pas. J'aime pas voir ça. Banque et assurance, quelques références. Technologie média. On va chercher directement ça. Banque. On va regarder un peu ça. Ah voilà, bah, parfait. Vous voyez, quand on cherche un peu, on s'y retrouve. Donc ici, répartition du chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on a en plus? On a 33% en banque et assurance. Donc c'est le plus gros secteur. Ici, on met banque, assurance, 33%. Voilà. Donc c'est un gros secteur. Donc c'est ce qui permet à Neuron d'être safe. Donc c'est-à-dire d'assurer toujours la croissance de son chiffre d'affaires, mais on n'aura jamais des croissances explosives comme les Alten et les OB. Et ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, on a biens de consommation, services et biens de consommation, pour 21% du chiffre d'affaires. Donc on se retrouve ici, on va copier-coller, CTRL-V, et ici, on a combien? 21%, on a dit? J'ai une mémoire de poisson rouge. 21%. Voilà. Donc, par rapport aux autres concurrents, c'est à peu près pareil. On a beaucoup de banques et finances en France, alors que Alten et OB sont plus diversifiés. Et ensuite, Soprasteria, c'est le public et les services financiers. Ok, donc on est à peu près pareil. Ensuite, on cherche le rendement du dividende et la détention du capital. Ensuite, ici, je ne sais plus où j'avais vu capital. Répartition.
Ah, je l'avais vu au-dessus, ça. Je l'avais vu au-dessus, il me semble. Non, même pas un peu plus bas. Ah, j'aime pas trouver, ne pas trouver les informations. Alors, où on était? Voilà, ici, juste ici, parfait. Donc ici, on a les fondateurs, dirigeants et salariés qui détiennent 70% du capital. Donc ce n'est pas étonnant que cette société surperforme la moyenne des sociétés. Du coup, j'avais mis le Rocher ici. Donc là, on a 70% qui est détenu par les fondateurs. On sait que les sociétés détenues par les familles surperforment la moyenne du secteur. Et comme on l'a dit ici, vous voyez qu'elle ne l'a déjà pas prévu à la fin, à la publication de ses résultats 2022, elle n'a pas anticipé de perspective et elle attend, comme traditionnellement, la publication du premier trimestre 2023 pour faire des perspectives, pour publier ses perspectives pour l'année. Et donc c'est plutôt conservateur. Ensuite ici en rendement, ici en rendement du dividende, qu'est-ce qu'on a comme rendement? Donc actuellement ils vont proposer un 10 mais je vais calculer avec comme cette année. Donc actuellement on a 2,63% de rendement du dividende. Donc la société redistribue parce qu'elle a beaucoup de trésorerie. Voilà, donc on se retrouve ici, on a quand même une très belle société. Voilà, je vous mets ça ici comme ça. Avec des secteurs assez communs en France, c'est-à-dire la banque et les assurances. Et par contre, services et biens de consommation, c'est intéressant ça. Et au niveau du chiffre d'affaires, il n'est pas tout à fait totalement à l'international. Donc ici sur Guru Focus, il nous le met, j'aime bien regarder. Très bon site, Guru Focus. Bah, eux, ils mettent qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires qui est fait hors de la France. Chiffre, si on cherche ça ici, chiffre d'affaires. Ah si, je zone géographique, c'était juste à côté, excusez-moi. Donc 24% en région, 61% en Ile-de-France et 15% à l'international. Donc pas très international, ça n'empêche que c'est une société de qualité. Donc on va tout de suite passer à l'évaluation quantitative de la société. Je tiens à dire que cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement et que vous devez faire vos propres recherches. Avant tout ça, je voulais passer sur ici le market review de Euroland Corporate pour regarder un peu si Neuron était surévalué ou sous-évalué par rapport à ses pairs. Donc au niveau de la valeur de l'entreprise sur les bits en estimé 2023, on est à 9,2 pour Neuron, 11,6 la moyenne et 9,4 la médiane. Donc on est quand même sous-évalué au niveau de la valeur de l'entreprise sur les bits. Donc on a une très très bonne valeur d'entreprise sur les bits pour Neuron. Donc pas très surévalué de ce côté-là. Mais au niveau du price earning, en estimé 2023, on est à 19,8 contre une moyenne de 16,1 pour le secteur et une médiane de 17,1 pour le secteur. Donc les bénéfices sont payés plus cher chez Neuron, mais au niveau de la valeur de l'entreprise sur les bits, on paye moins cher. Et au niveau de la croissance du bénéfice par action, on a 26% en 2022, 8% en 2023, donc supérieur à la médiane en 2022 et en dessous de la moyenne et de la médiane en 2023. Voilà tout. Au niveau du cours, qu'est-ce que ça nous dit? Depuis le début de l'année, le cours est en baisse de 6,58%. Sur un an, il nous a fait un petit 1%. On a une belle croissance depuis le 28 septembre. Ça a bien cru, notamment parce qu'ils ont relevé les prévisions de perspective. Sur 5 ans, on a 47,65% de croissance du cours de l'action. Et ici, en max, on a une croissance de 332,76%. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà tout. Donc on passe tout de suite à l'évaluation quantitative. On veut regarder si on a une croissance des revenus, une stabilité ou une croissance des revenus. On prend en année financière pleine. On se met sur le max, sur 20 ans. Voilà. On a une excellente croissance du revenu. C'est vraiment beau. Entreprise de qualité, demande croissante. On veut regarder si ça a été plutôt organique ou par acquisition. Ici,
Donc on fait quand même des acquisitions, mais des très petites acquisitions. Donc on a beaucoup de croissance organique à mon avis. Voilà, ici on a des petites acquisitions autour de 5 millions. Donc franchement on a une très très belle société. Et je voulais regarder le revenu CAC-GR, donc sur 10 ans, pour remplir mon petit tableau. Et là on a 7,75% par an. 7, c'est bien 75, je dis pas de bêtises. 7,75, c'est ça. 7,75. On a une croissance du chiffre d'affaires de 7,75% par an. Donc on est un peu plus faible que le secteur, mais vraiment on n'a eu aucune variation. La société n'est pas du tout cyclique. Franchement, quand vous voyez, on n'a pas eu de baisse du chiffre d'affaires quasiment sur... Bah non, on n'a pas eu de baisse du chiffre d'affaires sur presque 20 ans ici. Aucune baisse du chiffre d'affaires, même si on a un chiffre d'affaires qui croît un peu moins que les concurrents. Mais je tiens à dire que cette croissance est organique. Donc franchement, on a une belle société. Donc on se retrouve ici. Alors, pour les revenus, on va regarder ce que pensent les analystes, parce qu'on n'a pas de données du management. Donc revenus, on va regarder il y a combien d'analyses sur le dossier. Revenus, on se remet ici, consensus average. Donc la moyenne du consensus. Donc on a 2 analystes. Bon, ça va faire le taf quand même. Donc on nous dit 718 millions. On va prendre 718 millions d'euros. J'aime bien quand il y a plus d'analyses sur le dossier, mais vu que c'est une small cap, presque 1 milliard de capi, on n'a que 2 analystes. Donc ici on a dit 718. 718 millions d'euros de revenus. Au niveau des marges, est-ce qu'elles sont stables ou croissantes dans le temps? Déjà, on va regarder si les free cash flow croisent les net income. Normalement, non, c'est pas du tout ça que je voulais prendre. Free cash flow et ici net income. Last 12 months. Voilà. Donc on voit que les free cash flows sont globalement en ligne avec les net income. On voit que depuis 2018 avec IFRS 16, les free cash flows les net income sont impactés par non, les free cash flows, on ne prend plus en compte les dettes liées au loyer dans les free cash flows, ce qui fait qu'ils sont plus élevés que auparavant. Donc ici, on a des net income qui vont dans le même sens que les free cash flows, c'est quand même pas mal. On a une bonne génération de cash. Ici, donc on va regarder la stabilité ou la croissance déjà de la marge brute. Oula, qu'est-ce qu'on a ici? C'est bizarre. Pourquoi on a 100% de marge brute? Je ne sais pas, c'est peut-être un bug de Coifin. Si on regarde l'EBITDA, margin, voilà, ici j'aime bien regarder aussi. Donc on a une stabilité, voire une croissance depuis 2006 de la marge EBITDA. Donc ici on a 12,12%. Et tout de suite on va regarder la marge nette. Net margin, net income margin. Et ici on a dit qu'on était à 7,60, on était à 7,80 sur 2023, mais on va moyenner quand même pour être assez conservateur. Et ici sur 20 ans on a 5,57. Sur 10 ans, 6,65. Sur 5 ans, 5,96. Donc je pense qu'on peut quand même prendre 6%, même si on a 7,80 actuellement. 6%, c'est safe. Donc je vais me prendre un petit 6% de marge nette. Au niveau du price earning, elle s'échange beaucoup plus cher que ses camarades. Donc je pense qu'on va prendre 20 et 23. On va voir ce que ça donne à ce niveau-là. En médian, voilà. Sur ces 20 dernières années, ça s'échange à 19,3. Sur ces 10 dernières années, à 20 fois les bénéfices. Et sur ces 5 dernières années, à 20,6 fois les bénéfices. Allez, on va être quand même conservateur. On va prendre 20 et 22 fois les bénéfices. Au niveau du nombre d'actions, est-ce qu'il est stable ou croissant dans le temps? À ce niveau-là, on prend last 12 months, les 12 derniers mois. Donc on a un nombre d'actions qui est stable dans le temps. On est à 24,27 millions d'actions.
ici 24, oula, j'ai baissé, on remonte, 24,27 millions d'actions. Au niveau de la dette nette, on n'en a pas, on a du cash net. Si on se retrouve ici, trésorerie nette d'endettement financier, on est quand même à 271,8 millions. Donc on a une belle trésorerie. Donc c'est moins vu qu'on n'a pas de dette. Je me trompais des fois, 271,8 millions de cash en trésorerie. Donc on prend 20 ainsi que PER de 22 pour cette très belle société qui est Neurone, même s'il est sous-évalué. Je l'aime quand même plutôt pas mal. Donc ici on passe juste à l'évaluation. Donc 718 millions d'euros prévus par les analystes en 2023. On fait une marge nette de 6%. On fait x20. Allez, on va faire x20 fois les bénéfices. On rajoute le cash qui est de l'ordre de 271 millions d'euros. Et on divise tout ça par le nombre d'actions. Le nombre d'actions qui est de 24,27. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? CE. Bon, si on fait le retour, si je peux faire ça, c'est pas mal. Ah zut. On a 11,32 divisé par... On a 11,32. Allez, on va refaire ça. On a 11,32 divisé par tout de suite 24,27 millions d'actions. On tombe à 46,6 euros l'action. 46,6 euros l'action à la fin de l'année 2023 avec des revenus à 718 millions d'euros. Ensuite, à 22 fois les bénéfices, on se fait un 718. Ah, je fais n'importe quoi. 718 fois la marge nette 0,06. On multiplie, on fait ça. On multiplie ça par 22 fois les bénéfices. On rajoute le cash net qui est de l'ordre de 271 millions d'euros. Et on divise ça par le nombre d'actions qui est de 24,27 millions d'actions. Et on tombe à 50,2 euros l'action. On cote à combien à l'heure actuelle? On cote à 37,7 euros l'action. Donc ça nous représente à l'heure actuelle une opportunité d'investissement. Donc on est là, on est là. Donc à 37 euros l'action, prix cible 2023, ça nous fait un upside de combien? On se retrouve ici, on divise 46,6 divisé par 37,7 et ça nous donne un upside de 23%. Donc 23%. Sachant que j'ai été conservateur sur les marges. J'ai pris 6%, il y a 7,8%. Et par contre, en PER, ça s'échange à combien aujourd'hui? On a 22 fois les bénéfices. Donc on veut juste du revenu. On veut que le revenu soit croissant. Et ça sera tout. Le dividende, pardon. Donc on a un upside de 23%. Au cours actuel, on va regarder le dividende de Neurone, si ça a une belle croissance ou pas. Donc dividende par action, on prend en année financière pleine. Et là, on se met ici. Donc on avait une grosse stabilité des dividendes ici. Croissance, puis petite décroissance. Ensuite, on était à 0,20 en 2019. Là, pendant la pandémie, on a coupé le dividende par sécurité. Et ici, quand même, on a une grosse trésorerie qu'on veut redistribuer. 1 euro en 2021 de distribuer et 1,10 € prévu en 2022. Donc, est-ce que le dividende est safe? Ici, hop là, hop là. Donc, on se mettait comme ça. On distribue les dividendes avec les free cash flow. On est plus conservateur. Ici, on nous donne la génération de trésorerie. 37,6 millions d'euros d'actions. Flux de trésorerie provenant majoré et diminué des investissements industriels. Donc 37,6
37,6 ici. Donc 37,6 millions de free cash flow. On divise ça par la market cap qui est de 921 millions. Et on tombe sur un rendement total de 4%. Donc à l'heure actuelle, le dividende est safe, mais on a quand même un dividende yield de 2,89%. Donc ça représente quand même les trois quarts des revenus, plus des trois quarts des revenus. Donc le dividende est safe, mais attention à ne pas manger trop la trésorerie en distribuant des dividendes. Donc ça sera tout pour cette review du secteur. Il me reste Wavestone et Capgemini. On a quand même une très belle société Neurone, bien gérée, 70% de détention du capital. Le PER est un peu élevé par rapport à ses concurrentes, mais quand on a regardé la valeur d'entreprise sur les bits, c'est correct. On a quand même de la croissance et on est sur un secteur porteur. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt sur Invest Academy. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter si ça vous a plu et à me demander des sociétés du secteur informatique si vous en avez envie que je les passe sous mon scope d'analyse. On se dit à très bientôt, c'était Invest Academy. Ciao ciao.